Tu t'es déjà demandé si le vrai millionnaire n'était pas celui qui a de l'argent mais celui qui sait ce qui compte vraiment dans la vie? Ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas juste une histoire. C'est un rappel. Une alerte. Une invitation. À regarder au-delà des apparences, à comprendre que parfois, celui qui semble tout avoir est justement celui qui a le plus besoin d'être sauvé. Alors si tu crois que la vie peut encore surprendre, que les gens peuvent changer, et que l'amour est toujours la force la plus puissante qui existe. Abonne-toi à cette chaîne, laisse ton like, active la cloche. Et viens vivre cette histoire qui va toucher ton cœur. Vinicius Montenegro était le genre d'homme qui ne pleurait jamais, ne s'attachait à rien, ne se préoccupait de personne. Un nom puissant dans le monde de la technologie, un visage sur les couvertures de magazines économiques, des contrats millionnaires qui semblaient pousser du sol. À 34 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises du pays, et possédait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies. Voitures de luxe, voyages exclusifs, femmes magnifiques autour de lui, fêtes qui ne finissaient jamais avant l'aube. Mais lorsque le silence tombait la nuit tout sonnait creux. La froideur de Vinicius était admirée par certains et redoutée par beaucoup. Pour lui, la compassion était une faiblesse. La pitié? Une perte de temps. Il avait grandi avec l'idée que ressentir était un obstacle, et que s'il voulait gagner, il devait être impitoyable. Il s'était blindé contre le monde plus dur que tous les coups que la vie pouvait lui infliger. Son bureau se trouvait dans l'un des immeubles les plus imposants de l'avenue Paulista. Vitres teintées, sécurité renforcée, hall d'entrée en marbre importé. Tout respirait le pouvoir. Mais un détail détonnait dans ce décor luxueux un vieil homme. Cheveux gris, vêtements simples, un chariot en bois rempli de bonbons et un sourire discret. Tous les jours, en passant devant lui, Vinicius faisait semblant de ne pas le voir. Mais le vieux lui disait toujours: « Bonjour, mon garçon. Que Dieu te bénisse. » Ce contraste l'irritait. Tandis que Vinicius montait dans son empire au sommet de l'immeuble, le vieux restait là, immobile, comme une statue vivante d'une réalité qu'il s'efforçait d'ignorer. Un jour, pris d'une irritation qu'il ne savait même pas expliquer, il répondit froidement: « Dieu ne m'a rien donné, vieux. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné à la sueur de mon front. » Le vieil homme se contenta de sourire. Il ne répondit pas. Il baissa les yeux et reprit doucement l'organisation de ses bonbons. Et cela dérangea profondément Vinicius, sans qu'il sache pourquoi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet échange serait le premier pas d'un chemin qui allait tout bouleverser. Vinicius ne connaissait pas son nom. Personne ne le connaissait. Certains l'appelaient Monsieur Bonbon, d'autres simplement le vieux du coin. Personne ne savait d'où il venait, s'il avait une famille, s'il vivait dans la rue. Il semblait avoir toujours été là, comme un élément du décor. Invisible, mais constant. Dans les jours suivants, Vinicius commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues. Le vieux offrait des bonbons aux enfants qui pleuraient, caressait un chien errant qui venait chaque après-midi, et partageait toujours le peu qu'il avait avec d'autres sans-abri. Un jour, il le vit donner son propre sandwich à un garçon maigre et effrayé qui quémandait à manger. Et il ajouta: « Aujourd'hui, c'est toi qui manges en premier, mon fils. Demain, Dieu me nourrira. » Ces phrases résonnaient dans la tête de Vinicius. Elles n'avaient aucun sens pour lui. Comment quelqu'un qui avait si peu pouvait-il donner autant? Comment pouvait-il sourire sans rien avoir? Cela le bouleversait. Lui, avec tout, se sentait chaque jour plus vide. Le vieux, avec presque rien, semblait complet. En paix. Et cela le perturbait. Mais Vinicius était encore guidé par son orgueil. Et l'orgueil parle si fort qu'il empêche le cœur d'écouter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que bientôt, la muraille qu'il avait bâtie autour de lui allait s'effondrer. Pas sous la force, mais sous la vérité. Le lendemain, en descendant de sa voiture de luxe aux vitres teintées, Vinicius croisa une fois de plus le vieux. Le regard du vieil homme ne réclamait rien, mais portait une sérénité étrange, presque dérangeante. C'était comme s'il voyait au-delà. Comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Et cela remuait Vinicius plus qu'il ne voulait bien l'admettre. « Bonjour, mon garçon. Que ton âme ne devienne pas plus dure qu'elle ne l'est déjà. » La phrase surprit Vinicius. Il s'arrêta.
faillit se retourner pour demander ce qu'il voulait dire par là. Mais son orgueil le poussa à continuer. La phrase, cependant, resta. Elle résonna comme un caillou dans la chaussure d'un homme habitué à marcher sans le moindre obstacle. Le vieux était toujours au même endroit. Il arrivait avant 7 heures du matin, plaçait soigneusement ses bonbons sur le chariot, et repartait le soir. Il ne mendiait pas. Il ne suppliait pas. Il offrait des bonbons avec douceur, et un sourire qui ne semblait pas avoir sa place sur ce visage marqué par les années. Tout ce qu'il faisait semblait ritualisé. La manière de poser chaque bonbon. La façon dont il pliait son tissu propre. Son regard vers le ciel avant de commencer sa journée. Vinicius commença à l'observer de loin, dissimulé derrière les vitres sombres du hall. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais ce vieux avait quelque chose que personne d'autre n'avait, la paix. Tandis que les cadres passaient en courant, accrochés à leurs écouteurs et à leurs tableurs, le vieux semblait vivre sur une autre fréquence. Il était comme un bruit de calme au milieu de l'agitation du monde moderne. Il n'appartenait pas à cet endroit. Et pourtant il était le seul à vraiment y être présent. Vinicius commença à observer ces interactions. Un jour, une femme avec une petite fille dans les bras s'approcha. Elle dit qu'elle n'avait pas d'argent, mais que la petite voulait un bonbon. Le vieux en donna 3. Et sourit. Ce n'est pas le bonbon qui fait sourire, ma fille. C'est le geste. Un autre jour, un jeune homme visiblement agité criait sur un groupe de personnes dans la rue. Le vieux s'approcha, posa la main sur son épaule et lui dit quelque chose que personne n'entendit. Mais, miraculeusement, le jeune baissa la tête, pleura et s'en alla en silence. Cela fit frissonner Vinicius. Quel genre de pouvoir avait cet homme? Un jour, à la fin d'une réunion épuisante, Vinicius était irrité, avec des maux de tête et un sentiment étrange au fond de la poitrine. Il quitta l'immeuble en criant au téléphone contre un directeur. Il hurlait, insultait, ne regardait même pas où il marchait. Et lorsqu'il posa le pied sur le trottoir mouillé, il ne vit pas ce qui se trouvait juste devant lui, le chariot de bonbons du vieux, un peu plus décalé que d'habitude. Tout arriva très vite. Son pied glissa, son corps tourna dans les airs, et Vinicius tomba lourdement sur le dos. Sa mallette s'envola. Son téléphone se fracassa au sol. Ses vêtements de marque furent salis par la boue et la poussière. L'espace d'un instant, tout autour se tut. Quelques passants regardèrent, choqués. D'autres, discrètement, ricanèrent. Le vieux, comme toujours, était là. Calmement, il se leva de son petit banc en bois, s'approcha, tendit sa main ridée et dit: la vie peut faire tomber n'importe qui, mon garçon, mais tout le monde ne se relève pas avec dignité. Vinicius regarda cette main tendue comme si c'était une insulte. Il ne l'accepta pas. Il se releva seul, difficilement, en frottant son pantalon et en maudissant le monde en silence. Il ramassa les morceaux de son téléphone, récupéra sa mallette sale et partit sans se retourner. Mais à l'intérieur il était ébranlé. Cette chute avait touché quelque chose en lui. Pas à cause de la douleur physique qui passa vite, mais à cause de l'humiliation d'avoir été vulnérable devant quelqu'un qu'il avait toujours ignoré. Pour la première fois, il s'était senti petit. Pour la première fois, un inconnu lui avait tendu la main sans rien attendre en retour. Et il l'avait repoussé. Les jours suivants, la scène ne quittait pas ses pensées. Cette phrase résonnait en boucle: la vie peut faire tomber n'importe qui, mais tout le monde ne se relève pas avec dignité. Que voulait-elle dire, exactement? Était-ce une provocation? Ou bien une vérité qu'il n'avait jamais voulu entendre? Il commença à éviter le regard du vieux. Il passait rapidement. Ne répondait pas. Mais il ne pouvait cesser de penser. C'était comme si cette chute avait éraflé non seulement son corps, mais aussi l'armure invisible qu'il avait construite au fil des années. Une brèche venait de s'ouvrir. Un après-midi, alors qu'il relisait des rapports dans son bureau, il regarda par la fenêtre et vit le vieux offrir un verre d'eau à une femme qui pleurait sur le trottoir. Elle portait un enfant dans les bras, visiblement épuisé. Il la réconfortait avec des mots doux. Vinicius l'observait de loin mais ressentit un étrange serrement dans la gorge. Un nude. Ce soir-là, il rentra chez lui en silence. Il n'alluma pas la télévision. Ne parla à personne. Il s'assit sur le canapé du salon,
un verre de whisky à la main et resta là, à fixer le vide. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il ne savait plus qui il était. Qu'il y avait quelque chose de brisé en lui et qu'aucune somme d'argent ne pouvait réparer. Le lendemain, il arriva plus tôt à l'entreprise. Et là, comme toujours le vieux, avec son chariot de bonbons, souriant au monde. Cette fois, Vinicius s'approcha. Pas par colère, ni par provocation, mais par une nécessité inexplicable. « Pourquoi m'avez-vous dit cela, ce jour-là » Le vieux leva les yeux et répondit, avec son calme habituel, parce que j'ai vu en vous un homme tomber bien avant la chute. Vinicius resta silencieux. Il voulut répondre, mais ne put. Il se sentit exposé, comme si cet homme en savait plus sur lui que lui-même. Parfois, le sol est le seul endroit d'où l'on peut voir le ciel, ajouta le vieux, avant de retourner organiser ses bonbons. Ce matin-là, Vinicius monta à son bureau avec quelque chose de différent dans la poitrine. Il ne savait pas ce que c'était. Mais il savait que son monde, si solide et contrôlé, commençait à bouger d'une manière nouvelle. Et cette chute, qu'il avait tant voulu oublier, était peut-être le premier pas vers quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé trouver. Depuis cette conversation énigmatique avec le vieux, Vinicius n'était plus le même. Quelque chose s'était allumé en lui. Comme une braise longtemps éteinte qui recommençait à brûler doucement. Et malgré tous ses efforts pour continuer sa routine de millionnaire blindé, plus rien n'avait la même saveur. Il commença à se rendre compte à quel point son monde était vide de sens. Ses associés parlaient de profit, d'action et de prévision, mais tout cela lui semblait lointain. Les fêtes devenaient monotones. Les compliments des influenceurs qui l'entouraient sonnaient creux. C'était comme s'il voyait soudain avec une clarté nouvelle que tout cela n'était que du bruit. Et plus ce silence intérieur grandissait, plus il pensait au vieux. Qui était cet homme ? Pourquoi disait-il des choses si justes ? Et surtout, comment pouvait-on être aussi serein avec si peu ? Il décida qu'il devait en savoir plus. Il demanda discrètement à quelques employés de l'immeuble. Personne ne savait grand-chose. Certains pensaient qu'il était sans abri, d'autres disaient qu'il dormait dans un refuge non loin de là. Aucun nom. Aucune histoire. Rien de concret. Seulement des rumeurs. Il est là depuis des années, monsieur. On a essayé de l'aider, mais il refuse toujours. Il dit qu'il a tout eu et tout perdu. Mais il n'a jamais expliqué ce que c'était, ce tout. Vinicius était encore plus intrigué. Il décida de l'observer de plus près. Pendant des semaines, il sortit plus tôt, restait dans le hall ou près de la porte, feignant d'être au téléphone, juste pour regarder les gestes de cet homme. Sa manière de parler à chacun. Comment il se souvenait du prénom des enfants. Comment il regardait dans les yeux un acte si rare de nos jours. Un jour, il le vit donner un bonbon à une vieille dame en fauteuil roulant et lui dire: une vie douce n'est pas toujours faite de sucre. Parfois, elle est faite de foi. Un autre jour, il donna une petite bouteille d'eau à un jeune homme abattu et dit: peu importe le poids du monde, il y a toujours de la place pour une gorgée d'espoir. Vinicius se mit à noter ces phrases. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Peut-être parce qu'au fond, c'était exactement les paroles qu'il aurait aimé entendre toute sa vie sans jamais les avoir reçues. Il commença à les appeler les bonbons de l'âme. Jusqu'au jour où il trouva le courage de demander: vous ne trouvez pas ça étrange de vivre ainsi ? Seul, sans confort, à distribuer des bonbons ? Le vieux le regarda calmement. Sourit. Ce qui est étrange, c'est de tout avoir et de ne pas réussir à dormir en paix. Vinicius avala sa salive. C'était comme si quelqu'un avait ouvert sa poitrine et lu ce qui y était écrit. Cette nuit-là, il rêva du vieux. Un rêve étrange, mais très clair. Ils étaient dans un parc, assis sous un grand arbre. Le vieux lui disait: tu as été choisi pour quelque chose de plus grand que ton entreprise. Et il pointait le ciel. Vinicius se réveilla en sueur. Il s'assit sur son lit, le cœur battant fort. Ce n'était qu'un rêve, mais cela ressemblait à un avertissement. Le lendemain, il apporta un café et un petit pain au fromage. Il les donna au vieux sans un mot. L'homme accepta, le remercia, et dit: quand le cœur commence à servir, l'âme commence à respirer. Vinicius sourit pour la première fois. Un vrai sourire. Pas celui forcé des réunions,
ni celui de convenance. Un sourire de l'âme touchée. Mais une question brûlait encore en lui: qui était vraiment cet homme? Il décida de le découvrir. Et il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas la vérité. Car, au fond, il le sentait déjà, cette histoire était bien plus grande que ce qu'il imaginait. L'intérêt de Vinicius pour le vieux n'était plus de la simple curiosité, c'était devenu un besoin. Cet homme inconnu, assis chaque jour devant l'immeuble, avait provoqué plus de remous en lui que n'importe quel exécutif, mentor ou psychologue ne l'avait jamais fait dans toute sa vie. Mais désormais, il lui fallait des réponses. Il devait savoir qui il était. Pourquoi il disait des choses si précises? Et pourquoi, sans le connaître, il semblait le connaître si bien? Il commença comme tout homme pragmatique l'aurait fait, il demanda de l'aide à l'un de ses agents de sécurité. Un homme discret, de confiance, habitué à résoudre des problèmes sans poser de questions. Il lui confia une mission: découvrir l'identité du vieux, d'où il venait, s'il avait une famille, n'importe quoi. Mais en toute discrétion. Je ne veux pas lui faire peur. 2 jours plus tard, l'âge revint avec un dossier mince. Simple. Une copie d'un enregistrement d'un hôpital public, datant de plusieurs mois, lorsqu'il avait été pris en charge après un malaise dans la rue. Le nom était là, inscrit en lettres pâlies: Antonio Montenegro. En le lisant, Vinicius sentit un frisson glacé parcourir son dos. Montenegro. Le même nom que le sien. Au début, il crut à une coïncidence. Une erreur de frappe. Un malentendu. Mais son esprit ne tenait pas en place. Le nom lui martelait le crâne toute la journée. De retour chez lui, il fouilla dans de vieux documents, des photos oubliées au fond d'un tiroir fermé à clé, des souvenirs laissés par sa mère, la seule figure d'affection qu'il ait eue dans sa vie. Et là, au fond d'une boîte en bois, il trouva une lettre jamais ouverte. Une lettre de son père, celui qu'il avait abandonné avant même qu'il n'apprenne à marcher. Vinicius ne savait pas pourquoi il ne l'avait jamais lue. Peut-être par rancune. Peut-être par orgueil. Mais aujourd'hui c'était différent. Il ouvrit la lettre, les mains tremblantes. L'écriture était nette. Mon fils, peut-être qu'un jour tu liras ceci et tu me comprendras. Peut-être pas. Mais je veux que tu saches que, même si j'ai échoué avec toi, je n'ai jamais cessé de vouloir te protéger du pire de notre famille. Mon frère, Antonio, était différent. Il a toujours eu un cœur trop grand pour le monde dur dans lequel nous avons grandi. Il était la meilleure part de notre histoire. Si un jour tu le rencontres, écoute-le. Vinicius laissa tomber la lettre. Le monde tournait autour de lui. Cela expliquait tout. Le vieux était son oncle. L'homme qui lui avait tendu la main le jour de sa chute. Celui qui lui avait offert des phrases comme s'il connaissait ses blessures. Celui qui lui souriait comme on sourit à quelque chose de perdu et retrouvé. C'était son sang. Il se sentit comme s'il venait de tomber une nouvelle fois. Mais cette fois, à l'intérieur. Les souvenirs défilèrent dans sa tête: le café offert en silence, le petit pain partagé, la phrase sur le cœur qui serre. Tout prenait sens maintenant. Cette connexion inexplicable. Ce malaise initial. Ce regard qui le traversait. Antonio savait. Depuis le début, il savait qui était Vinicius. Le lendemain matin, en le voyant assis au même endroit que toujours, Vinicius s'arrêta devant lui, pour la première fois, s'assit à ses côtés. Le vieux leva les yeux, sourit, et dit: Il t'a fallu du temps mais tu as trouvé la pièce manquante. Vinicius resta silencieux. Il était submergé par l'émotion, la confusion, et un sentiment de dette qu'il n'arrivait pas à nommer. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Parce que certaines vérités doivent être trouvées, pas données. Le temps t'y conduirait. Et il l'a fait. Vinicius baissa la tête. J'ai passé ma vie à croire que j'étais seul. Antonio répondit d'une voix calme. Tu ne l'as jamais été. Tu ne savais juste pas où regarder. À partir de ce jour, leur relation changea. Vinicius ne voyait plus un vieil inconnu, mais de la famille. Et pas n'importe quelle famille, la seule qui semblait vraiment le voir. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette retrouvaille n'était que le début d'un voyage rempli de larmes, de révélations, d'adieux. Et d'un héritage qu'il n'oublierait jamais.
Après avoir découvert que Antonio était son oncle, Vinicius eut l'impression d'avoir franchi un portail invisible. Son esprit ne se reposait plus. C'était comme si chaque souvenir d'enfance, chaque absence, chaque silence de ce père qu'il avait abandonné prenait enfin un sens. Mais avec cette révélation vinrent aussi 1000 questions et une envie urgente de comprendre ce qui s'était réellement passé. Pendant plusieurs jours, il s'assit aux côtés d'Antonio presque chaque matin. Il achetait 2 cafés, observait la rue, et attendait que les réponses viennent à leur rythme. Et elles vinrent. Antonio parlait avec calme, comme quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec son passé. Ton père, Enrique, était mon petit frère. Un homme intelligent, déterminé, mais blessé par la vie. Notre père était trop dur. Il nous a appris que ressentir était dangereux. Qu'aimer était une faiblesse. Et Enrique a cru à ça. Vinicius écoutait en silence. Le nom de son père, qui pendant des années avait été comme une cicatrice, devenait maintenant le début d'une compréhension. Quand il a rencontré ta mère, quelque chose en lui a changé. Pour la première fois, je l'ai vu sourire avec les yeux. Mais la peur d'échouer, de répéter les erreurs de notre père, l'a fait fuir. Il disait qu'il n'était pas digne d'avoir une famille. Qu'il valait mieux que tu grandisses sans lui plutôt que de vivre ses fantômes. Vinicius serra les poings. Et il est juste parti? Comme ça? Ce n'était pas si simple, répondit Antonio. Il m'a laissé une lettre. Il m'a demandé que si un jour quelque chose lui arrivait, je prenne soin de vous. Mais je n'y suis pas arrivé. J'étais trop faible à l'époque. Je venais de perdre ma femme et je me suis aussi éloigné. Vinicius détourna le regard. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. De la colère, peut-être. De la tristesse. Ou ce mélange étrange de soulagement et de douleur que seuls ceux qui retrouvent leurs racines peuvent comprendre. Après la mort de ta mère, j'ai essayé de m'approcher mais tu étais déjà entouré de gens qui ne laissaient personne s'approcher. Avocats, tuteurs, mentors tous intéressés par ton argent, pas par ton cœur. Alors tu es resté près de moi, sans te montrer. Oui. J'ai travaillé comme gardien, puis je suis allé à la rue. Pas parce que je n'avais nulle part où aller. Mais parce que là-bas, j'ai trouvé un moyen d'être avec ceux qui avaient le plus besoin. Des gens qui voulaient juste être vus. Écoutés. Des gens comme toi, Vinicius. Ces mots le touchèrent profondément. Il se leva, fit quelques pas, et prit une grande respiration. Pourquoi tu ne m'as jamais dit qui tu étais? Pourquoi être resté caché tout ce temps? Parce que je savais qu'un jour, tu me verrais avec les bons yeux. Et voir avec le cœur est un don rare. Tu n'étais pas prêt avant. Mais maintenant, tu l'es. Un silence s'installa. Un silence confortable. Un silence de vérité révélée et de blessures qui, enfin, commençaient à guérir. Ce soir-là, Vinicius rentra chez lui différent. Il rouvrit la boîte à souvenirs de sa mère. Relut la lettre de son père. Et, pour la première fois, ne ressentit pas de colère. Il ressentit de la peine. Et un peu de compréhension. Il comprit que grandir sans amour avait fait de son père un homme absent. Mais au final, il avait laissé quelqu'un pour veiller sur lui et cette personne avait toujours été là, à portée de main cachée derrière un chariot de bonbons et un cœur immense. Le lendemain, Vinicius demanda à Antonio de l'accompagner au restaurant. Il voulait le remercier pour tout. Mais le vieux refusa poliment. Ma place est ici. Pas à cause du sol. Mais à cause des gens. C'est ici que je peux toucher ceux qui en ont besoin. Mais j'accepte le café. Et, si tu veux, ta compagnie. Et c'est ainsi que les rencontres devinrent quotidiennes. Pas comme millionnaire et mendiant. Mais comme neveu et oncle. Comme homme et homme. Comme deux âmes qui, malgré tout, avaient encore beaucoup à s'enseigner l'une à l'autre. Vinicius ne le savait pas encore, mais ces moments passés ensemble étaient comptés. Et bientôt, le temps allait présenter l'addition. Mais avant cela, Antonio avait encore une dernière leçon à lui transmettre. Les jours passaient avec une légèreté que Vinicius n'avait jamais connue auparavant. Les matinées aux côtés d'Antonio étaient devenues le refuge le plus inattendu et le plus précieux de sa routine. C'était là, entre les bonbons et les phrases de sagesse, qu'il comprenait enfin qu'il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Ni d'être l'entrepreneur infaillible, ni le fils abandonné, seulement un homme, prêt à écouter. Lors d'une de ces rencontres, après un long silence, Vinicius demanda à voix basse. « Vous avez dit que mon père avait changé quand il a rencontré ma mère. Mais qui était-il avant ça ?» Antonio soupira. Il leva les yeux vers le ciel gris et répondit, comme s'il ouvrait un vieux coffre plein de poussière et de nostalgie. Enrique était feu et ombre. Il avait un esprit brillant, mais un cœur blessé. Il a toujours voulu réussir, prouver au monde qu'il n'était pas comme notre père. Mais au fond de lui, il portait des trous que personne ne voyait. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. C'était le meilleur des deux frères. Plus malin, plus audacieux, mais aussi le plus solitaire. Enfant, c'était lui qui se faisait frapper parce qu'il défendait les autres. En grandissant, il est devenu quelqu'un qui se protégeait avec des murs invisibles. Personne ne pouvait entrer. Même pas moi. Vinicius écoutait attentivement. C'était comme découvrir un personnage qui faisait partie de sa vie, mais qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. Il parlait peu de ses sentiments. Mais quand il a rencontré ta mère, quelque chose s'est brisé. Il riait davantage. Il jouait de la guitare, écrivait des lettres, faisait des projets. Il rêvait d'être père. Il avait peur, bien sûr. Mais c'était une belle peur, la peur de mal faire. Alors pourquoi il est parti ? Parce que son passé le poursuivait. Et il pensait que c'était une menace. Il avait des dettes, des gens dangereux autour de lui, des choses que tu n'as jamais su, à juste titre. Un jour, il m'a dit: je préfère que mon fils grandisse en me détestant plutôt que de le voir assister à ma destruction, petit à petit. Ces mots firent mal. Vinicius sentit ces paroles trancher quelque chose en lui. Il avait toujours cru que son père avait simplement abandonné. Qu'il s'en fichait. Mais maintenant, il entendait que peut-être il était parti pour le protéger. Et cette idée, même si elle n'effaçait pas la douleur, allumait une autre flamme, celle de la compréhension. Je me souviens d'une chose qu'il m'a dite juste avant de disparaître, poursuivit Antonio. Si un jour mon fils grandit et que je ne suis pas là, j'espère qu'il trouvera quelqu'un pour le voir. Pour l'écouter. Pour l'aimer comme moi je n'ai pas su le faire. Vinicius se passa la main sur le visage. Il était ému. Pour la première fois, il ressentait son père non comme un inconnu mais comme un être humain. Un homme imparfait, oui. Mais qui, à un moment donné, avait essayé. Il m'a laissé une lettre, dit Vinicius. Mais je ne l'ai lue qu'après avoir découvert qui vous étiez. Et maintenant tout a plus de sens. Antonio sourit. Alors il a réussi. D'une certaine façon, même à distance, il est parvenu jusqu'à toi. Le reste de la matinée se passa dans le silence. Les deux hommes assis côte à côte, observant la ville qui passait devant eux. Mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli. Rempli de souvenirs, de pardon, de connexion. Comme si le temps, enfin, recousait les morceaux déchirés de l'histoire de Vinicius. Ce soir-là, Vinicius retrouva la vieille guitare de sa mère, rangée dans un placard. Il enleva la poussière, s'assit sur le balcon, sans savoir vraiment jouer, gratta quelques notes maladroites. Il pleura. Mais ce n'étaient plus les larmes de l'enfant abandonné. C'étaient les larmes de l'homme qui, après tant d'années, avait retrouvé ses racines. Et au fond de son cœur, une certitude naissait: il n'avait pas seulement hérité du nom Monténégro. Il avait aussi hérité du poids de la douleur. Et maintenant, il allait avoir la chance d'hériter de la beauté de l'amour. Depuis qu'il avait renoué avec l'histoire de son père, quelque chose s'était inversé en Vinicius. Lui qui, pendant si longtemps, avait porté l'armure de l'indifférence, se découvrait maintenant fragile face à des mots simples, des gestes minuscules et des silences pleins de sens. C'était comme si chaque phrase d'Antonio était une aiguille qui recousait des blessures ayant saigné trop longtemps en silence. L'homme qui dictait jadis le rythme des réunions, des investissements et des chiffres préférait désormais écouter un vieil homme parler d'amour, de perte et d'humanité. Et, ce qui était le plus impressionnant, c'est que c'était dans ces moments-là qu'il se sentait vraiment vivant. Tu sais quelle est la plus grande pauvreté du monde ? Demanda un matin Antonio, alors que le ciel était couvert. Vinicius réfléchit. Il chercha une réponse philosophique, profonde peut-être.
Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Antonio répondit. La solitude que personne ne voit. Ce fut comme un coup de poing dans la poitrine. Parce que, au fond, il avait toujours été ce genre de pauvre. Toujours entouré de monde, mais seul dans son essence. Salué par des foules, mais jamais véritablement étreint. Tu as construit un empire, Vinicius. Mais combien d'amis sincères as-tu? Combien de personnes resteraient à tes côtés si tout s'effondrait demain? Il ne sut quoi répondre. Le silence parla à sa place. Il commença alors à regarder autour de lui avec d'autres yeux. Les couloirs luxueux de l'entreprise lui semblaient désormais vides. Les messages sur son téléphone, qui lui paraissaient auparavant importants, devenaient répétitifs, creux, intéressés. La présence d'Antonio avait été comme une lanterne dans une pièce obscure. Elle avait révélé non seulement ce qui n'allait pas mais surtout ce qui manquait. Un jour, Antonio parla du temps. Le temps, mon neveu, c'est comme une couverture trop courte. Si tu couvres les pieds, tu découvres la tête. Si tu couvres la tête, tu découvres les pieds. Mais il y a des gens qui passent leur vie à essayer d'ajuster la couverture et qui oublient de s'allonger en paix. Vinicius sourit. Et vous? Vous vivez en paix? Je vis avec un but. Et quand on vit avec un but, même le silence a un son. Ces phrases simples, presque poétiques, suivirent Vinicius partout. Il commença à les noter dans un petit carnet. Il l'appelait les phrases de tonton. Et, peu à peu, elles pénétrèrent son être. Lui qui, autrefois, se vantait d'avoir la meilleure équipe marketing, se surprenait à imaginer comment utiliser son influence pour quelque chose de plus humain. Il voulait créer une campagne autour des phrases d'Antonio. Il voulait que le monde entende ses vérités. Que d'autres soient touchés aussi. Mais Antonio ne voulait pas de gloire. Je ne suis pas un sage. Je suis juste quelqu'un qui est tombé et qui a appris à se relever avec douceur. Malgré tout, il encouragea son neveu à faire le bien. Il lui dit que la meilleure manière d'honorer son père, sa mère et lui-même, c'était de redonner au monde ce qu'il avait appris. Tu n'as pas besoin de devenir un saint, Vinicius. Tu as juste besoin de devenir quelqu'un d'humain. Cette phrase résonna en lui pendant des jours. Parce que c'était exactement ça. Pendant des années, il avait été un homme d'affaires, un leader, un millionnaire. Mais maintenant, il voulait juste être humain. Quelqu'un capable d'aimer. De pardonner. De ressentir. Quelqu'un capable de regarder dans les yeux et dire « je tiens à toi ». Vinicius commença à changer de petites choses. Il appela des personnes avec qui il s'était fâché. Présenta des excuses sincères. Fit des dons anonymes à des projets sociaux. Il commença à repenser l'objectif de son entreprise. Et, plus important encore, il se mit à écouter plus qu'à parler. Un jour, il dit à Antonio. Tout ça a commencé le jour où vous m'avez tendu la main quand je suis tombé. Le vieux sourit et répondit. En réalité, je t'ai juste montré que tu étais déjà à genoux de l'intérieur. La chute n'a fait qu'aligner ton corps avec ton âme. Ces mots scellèrent une nouvelle phase. Vinicius n'était plus le même. Il avait encore ses imperfections, ses accès d'orgueil, ses vanités. Mais désormais il y avait de la vérité dans son regard. Et un début d'amour dans son cœur. L'homme autrefois vu comme l'exemple du succès financier commençait à être reconnu comme celui qui avait, enfin, compris la valeur de l'essentiel. Et Antonio, eh bien, Antonio savait que son temps touchait à sa fin. Mais il se sentait en paix. Parce qu'il avait accompli sa mission. Le temps, si discret jusque-là, commença à montrer ses signes. Antonio, qui arrivait toujours tôt avec son chariot de bonbons, commença à avoir du retard. Un jour, il ne vint pas. Le lendemain, il arriva plus pâle, les pas lents, la respiration courte. Il essayait de le dissimuler, mais c'était évident quelque chose n'allait pas. Vinicius le remarqua. Il insista pour l'emmener à l'hôpital, mais le vieux résista. Je sais déjà ce que c'est, mon neveu. Le corps a une date de péremption. C'est l'âme qui choisit ce qu'elle laisse avant de partir. Malgré tout, un dimanche, Vinicius réussit à le convaincre de passer des examens. Il l'emmena dans une clinique privée, avec tous les soins possibles. Et lorsque les résultats tombèrent, ce fut un coup dur: insuffisance cardiaque avancée.
Une maladie silencieuse qui s'était aggravée au fil des années. Le médecin, discret, fut clair. Il a besoin de repos, de médicaments constants. Et, surtout de présence. D'affection. Vinicius le ramena chez lui, dans son appartement en hauteur, malgré les protestations d'Antonio. Cet endroit n'est pas fait pour moi, plaisanta-t-il. Maintenant si. Parce que c'est chez toi aussi. Dans les jours qui suivirent, le vieux occupa une chambre avec vue sur la ville. C'était comme s'il pouvait enfin voir le monde d'Eno non pas avec orgueil, mais avec paix. Vinicius passait des heures à son chevet, parlant de tout. Et c'est là, entre souvenirs et silence, qu'Antonio lui fit sa dernière demande. Quand je ne serai plus là, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose qui fera mal, mais qui guérira. Vinicius serra sa main. Tout ce que tu veux. Je veux que tu retournes à l'endroit où tu m'as trouvé. Que tu ailles jusqu'au chariot. Et que tu ne te contentes pas de le retirer mais que tu le remplaces. Le remplacer? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu fabriques un nouveau chariot. Que tu y mettes des bonbons, des phrases, de la tendresse. Que tu passes une journée là-bas, à parler aux gens. Assis sur le même trottoir où tant d'âmes sont passées invisibles. Et que, pour un jour tu sois moi. Vinicius resta silencieux. La demande était simple. Mais aussi profondément symbolique. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est là que j'ai vu le monde. Là que je t'aille trouvé. Et là que tu as commencé à te trouver toi-même. Vinicius ne répondit pas. Il acquiesça simplement, les yeux embués. Cette nuit-là, il s'endormit au pied du lit d'Antonio, la main dans la sienne. Il sentait que le temps s'épuisait. Et il ne voulait perdre aucune seconde. Le lendemain matin, Antonio ne se réveilla pas. Il partit en silence. Sans douleur. Sans avertissement. Comme quelqu'un qui a accompli sa mission et qui ferme simplement les yeux pour se reposer. Vinicius pleura comme il n'avait jamais pleuré. Il pleura pour tout ce qu'il avait perdu. Pour tout ce qu'il avait retrouvé. Pour tout ce qu'il ne savait pas qu'il attendait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les funérailles furent simples, comme Antonio l'avait voulu. Sans luxe, sans projecteur. Juste les plus proches et quelques sans-abri, enfants et marchands du quartier, qui arrivèrent avec des fleurs improvisées et des histoires qui laissèrent tout le monde les larmes aux yeux. Ce jour-là, Vinicius ne parla pas. Mais dans son cœur, quelque chose était en mouvement. 2 jours plus tard, l'immeuble où tout avait commencé reçut une visite inattendue. Un homme élégant, en costume, s'assit sur le trottoir avec un nouveau chariot. Dans ce chariot, il y avait des bonbons, une bouteille de café, et un petit carnet avec cette phrase inscrite. Je distribue plus que des douceurs, je distribue de la présence. Les passants s'arrêtèrent. Certains ne reconnurent pas Vinicius tout de suite. D'autres restèrent figés. Mais il était là, avec de l'humilité dans les yeux, et la vérité dans les mains. Chaque bonbon donné était accompagné d'une phrase du vieux. Ce n'est pas le bonbon qui fait sourire, c'est le geste. Le silence parle aussi. Ce que la hâte ne voit pas, la gentillesse l'atteint. Ce fut une journée de retrouvailles. Avec la ville. Avec les autres. Et avec lui-même. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, Vinicius referma le chariot, leva les yeux vers le ciel et murmura. J'ai tenu ma promesse, tonton. Et maintenant c'est à moi de continuer. Le lendemain de cette journée passée au chariot fut différent de toutes les autres dans la vie de Vinicius. La ville semblait inchangée, des klaxons, des pas pressés, des immeubles froids, mais en lui, tout avait basculé. C'était comme s'il avait changé de peau. L'homme qui s'était levé ce matin-là n'était plus celui qui avait jadis mesuré sa valeur par des chiffres ou des titres. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, de la légèreté. La légèreté de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vinicius entra dans le siège de l'entreprise, et tout le monde remarqua que quelque chose avait changé. La posture était la même, le costume impeccable, mais le regard, ce regard dur, fermé, compétitif, s'était adouci. Il réunit ses directeurs et fit l'impensable, il annonça une nouvelle ère pour l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, notre activité servira aussi à transformer la société.
Nous allons créer un département humanitaire. Pas pour faire de la charité, mais pour agir. Je veux des projets pour les personnes âgées abandonnées, les enfants des rues, les mères célibataires vulnérables. Je veux que notre technologie serve ceux qui en ont le plus besoin. Il y eut un silence. De l'étonnement. De l'incertitude. Mais il n'attendit pas d'approbation. Il créa l'Instituto Montenegro, en hommage à son oncle. Il y investit massivement. Embaucha des assistants sociaux, des psychologues, des éducateurs. Loua des bâtiments, forma des partenariats avec des ONG, organisa des campagnes, des distributions, des soins. En moins de 6 mois, l'Institut aidait déjà des centaines de personnes dans plusieurs régions de la ville. Et plus encore, il lança un programme appelé Phrases qui réchauffent, basé sur les notes qu'il avait prises durant ses conversations avec Antonio. Ces phrases furent affichées sur des arrêts de bus, dans le métro, sur les emballages de bonbons, sur des panneaux publicitaires. Les gens commencèrent à les partager sur les réseaux sociaux. Certaines devinrent virales. Le monde est rempli de hâte mais vide d'écoute. Un regard gentil peut sauver toute une journée. Le plus grand échec, c'est de n'avoir jamais aimé. Vinicius, autrefois vu comme un simple homme d'affaires à succès, était désormais surnommé le millionnaire de la compassion. Les médias voulurent l'interviewer. Il en refusa la majorité, mais dans l'une d'elles, il déclara une phrase qui toucha le pays. « Mon oncle m'a appris que parfois, pour vraiment s'élever il faut d'abord s'asseoir par terre. » Son entreprise prospéra encore davantage. Mais désormais, le succès ne se mesurait plus en chiffres. Il se mesurait en vies touchées. En larmes séchées. En étreintes données. Mais les transformations ne s'arrêtèrent pas là. Vinicius reprit contact avec sa grand-mère paternelle, encore vivante dans une ville de l'intérieur. Il lui demanda pardon. Écouta des histoires sur son père qu'il n'avait jamais imaginées. Et il comprit que son histoire familiale était marquée, oui, par des douleurs mais aussi par du courage, et des tentatives d'aimer, même maladroitement. Il visita le foyer où Antonio avait vécu un temps. Il y apporta des améliorations, agrandit les locaux. Rebaptisa l'endroit au nom de son oncle, et fit installer une sculpture simple à l'entrée. Un chariot de bonbons, en bronze, avec une plaque. La vraie douceur de la vie est en ceux qui se donnent. L'image fit le tour du monde. La sculpture devint un point touristique. Des personnes de nombreux pays vinrent visiter le lieu. Et plus encore elles s'en inspirèrent pour créer des projets similaires ailleurs. Ce qui était né d'une douleur devint une graine de changement global. Mais au fond de lui, Vinicius savait que tout cela n'était qu'une réponse. Une manière d'honorer celui qui, sans rien demander, lui avait tout offert. Un nouveau regard sur la vie. Parfois, la nuit, il rêvait encore d'Antonio. Il rêvait de la place, du chariot, du regard paisible de son oncle. Et à chaque réveil, il ouvrait son carnet de phrases et en lisait une au hasard. C'était sa nouvelle prière. Sa nouvelle boussole. Un jour, il en trouva une qu'il n'avait jamais vue. Ne laisse pas le monde te convaincre qu'aimer, c'est perdre ton temps. C'est justement le contraire, c'est le seul temps qui en vaut vraiment la peine. Il referma le carnet, regarda la ville depuis son balcon et sourit. C'était le début d'une nouvelle ère. Pas pour l'entreprise. Pas pour les chiffres. Mais pour le cœur d'un homme qui, un jour, était tombé sur un trottoir. Et avait découvert que le sol était exactement l'endroit où l'âme commence à se relever. Le temps passa, mais le nom d'Antonio Montenegro ne disparut pas avec lui. Bien au contraire, il devint un symbole. Pas un symbole construit par le marketing, mais par la force invisible de la vérité. Une vérité qui traversait les classes sociales, les générations, les frontières. Et qui, désormais, entre les mains et dans le cœur de Vinicius, se répandait comme un fleuve ayant retrouvé son lit. L'Institut Montenegro grandit. D'un projet local, il devint un mouvement national. Les actions se multipliaient: maisons d'accueil pour les personnes âgées, réintégration pour les sans-abri, formation pour les jeunes en difficulté, caravane sociale avec repas, soins médicaux et des phrases. Oui, les phrases. Ces notes simples issues de conversations avec Antonio étaient partout. Sur les murs des écoles, dans des événements, dans des boîtes de livraison et même dans des campagnes publicitaires.
Mais le plus beau c'était la réaction des gens. Cette phrase a sauvé ma journée. Ma fille l'a lue, et elle m'a serré dans ses bras après des semaines de silence. Mon grand-père a pleuré en la lisant dans la maison de retraite. Vinicius eut alors une nouvelle envie éterniser le legs de son oncle. Pas avec des statues froides, mais avec des actions vivantes. Il créa le jour de la gentillesse invisible, une date où chacun était invité à poser un acte de bonté anonyme, sans rien attendre en retour. Des milliers participèrent. Des entreprises suspendirent leurs activités pour permettre à leurs employés de offrir des câlins, écouter quelqu'un, visiter un hôpital, donner de leur temps. Vinicius participait en personne. Sans caméra. Sans bruit. Souvent déguisé, il allait dans les hôpitaux, s'asseyait près des personnes âgées abandonnées, écoutait leurs histoires. D'autres fois, il retournait sur le trottoir où tout avait commencé, simplement pour observer les passants. Et dans certains d'entre eux il revoyait ce qu'il avait été. Mais l'impact de ce legs ne s'arrêta pas au Brésil. Des médias internationaux racontèrent l'histoire du millionnaire sauvé par un mendiant. Elle toucha des cures. Elle devint le thème de documentaires, de conférences dans des universités, de congrès sur la responsabilité sociale. La sculpture du chariot devint le symbole mondial de la compassion urbaine. Mais le plus important, c'était ce qui changeait à l'intérieur des gens. Dans les écoles, des enfants écrivaient des lettres inspirées des mots d'Antonio. Dans les entreprises, des dirigeants revoyaient leur politique. Dans les quartiers populaires, des voisins s'unissaient pour aider les anciens. Quelque chose avait changé dans la manière dont le monde se regardait. Et tout cela grâce à un homme simple, assis sur un trottoir, avec un chariot de bonbons et une âme faite d'amour. Vinicius était souvent invité à parler au nom de l'Institut. Mais il refusait toujours de parler de lui. Il parlait d'Antonio. Je ne suis que le canal. Le miracle, c'était lui. Il m'a vu quand je ne pouvais même pas me voir moi-même. Et ça je ne l'oublierai jamais. Et en effet, il ne l'oublia jamais. Au siège de l'Institut, une salle silencieuse, sans luxe, n'abritait qu'une chaise, une photo encadrée de leurs premiers moments ensemble, et un mur couvert de toutes les phrases du carnet original. C'est là que Vinicius allait se reconnecter. Se souvenir. Garder le cœur humble. Parce qu'il le savait, la célébrité passe, les titres changent, l'argent va et vient. Mais l'amour que tu laisses lui, ne meurt jamais. Et le nom Monténégro, autrefois simple patronyme, était devenu synonyme d'humanité. Si cette histoire a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Écris en commentaire l'amour existe encore, et ensemble, faisons circuler ce message dans le monde entier. Car parfois une histoire suffit pour changer un jour. Ou une vie entière.